Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique du bras lanceur. Mon nom est JF Charles, je suis en compagnie de l'entraîneur des lanceurs de l'ABC, Marc-Antoine Bérubé. Comment ça va, Marc-Antoine? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Avant de commencer notre chronique, je veux juste dire aux gens, s'ils apprécient nos chroniques sur YouTube, d'aller liker. Il y a un petit pouce comme ça. Clique dessus, on s'abonne, ça nous aide beaucoup. Notre page elle devient un peu plus virale. Donc, allez liker. Puis tous les gens sur les balados, Balado Québec, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, vous pouvez nous entendre là également. Abonnez-vous et likez. Ça nous fait bien plaisir quand on voit ça. Aujourd'hui, Marc-Antoine, on jase de échauffement. L'échauffement d'un lanceur, super important. Le bras, comme on disait dans une autre chronique, c'est l'outil de travail d'un lanceur. Donc, il faut qu'il soit bien échauffé. Pourquoi qu'on se réchauffe à la base? Je viens d'en dire un petit bout, là, mais va plus en détail, mettons. Ben, je pense qu'il y a un peu... tout le monde sait très bien que l'échauffement, c'est important. Ben oui, c'est important. Parce qu'il faut t'en fasses un avant d'aller jouer au baseball. Puis c'est peut-être pas de compréhension nécessairement de pourquoi nécessairement qu'on le fait. Puis dans n'importe quelle chose dans la vie, je trouve que c'est important de se poser des questions. Ben pourquoi? Fait que on essaie de répondre un peu au pourquoi. Fait que dans le fond, l'échauffement a plusieurs utilités. Dans ces utilités-là, excusez. C'est d'augmenter la circulation du sang, d'aller lubrifier les joints, de réveiller notre système nerveux. Puis notre dernier point, c'est de permettre à notre athlète de pratiquer certains patrons moteurs pendant l'échauffement. Fait que dans le fond, si on décortique ces 4 points-là, le premier point qui est d'augmenter la circulation sanguine, ben c'est pourquoi que c'est important, c'est parce que dans le fond, notre corps, il priorise où est-ce qu'il décide d'envoyer le sang. Fait que présentement, mettons, on fait pas grand-chose, on est assis, fait que notre sang, il est autour de nos organes, puis on n'utilise pas nos muscles, fait qu'il n'y a pas de sang aux muscles. Fait que nous autres, ce qu'on veut, c'est que notre corps, il fasse « OK, tu veux utiliser tes muscles, il va envoyer beaucoup de sang vers les muscles qu'on utilise. » Fait que dans le fond, c'est pas mal ça qui se passe niveau physionomique. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est important? C'est parce que dans le fond, si quelque chose se brise, fait que si j'arrive puis on dit comme là ici en avant de nous autres, j'ai mon crayon, ben si j'arrive à un certain point, je mets de la force dans le crayon puis à un moment donné, il snap. Fait que c'est le même principe qui se passe avec, on parlait dans notre dernière capsule du ligament collatéral ulnaire qui est le Tommy John. Ouais. Mais c'est la même chose dans n'importe quel tissu, puis c'est juste notre environnement est composé de ça. Tu as certains atomes qui vont se briser. Il y a un moment donné, tu donnes plus d'énergie que l'atome peut contenir, puis dans le fond, il snap. Une des bonnes façons d'éviter qu'il snap, c'est d'augmenter la température des bonds de l'atome. Fait que le bond, c'est la liaison, mais peu importe. Pas besoin de savoir ça. C'est bien correct. Mais le point est que, dans le fond, c'est quand on augmente la température de nos atomes, si on généralise à ça, ben ça fait qu'on va permettre à cet atome-là d'absorber plus de force. Puis ça, c'est via l'élasticité. Fait que c'est un gros développement dans le sens que nous autres, dans n'importe quel matériel, comme je dis, j'ai mon crayon, il y a une zone qui est de plasticité, puis il y a une zone qui est d'élasticité. Puis via l'échauffement, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais retarder ma zone de plasticité. La zone de plasticité, c'est quand ça casse. La zone d'élasticité, c'est quand j'absorbe l'énergie sans que ça se brise. Donc, quand je m'échauffe, qu'est-ce qui se passe? C'est que mes muscles deviennent plus lubrifiés et plus chauds via le sang qui circule. Puis ça fait que je suis capable d'être plus élastique au lieu que ça casse. Longue parenthèse, right? Ça en est une bonne. Quand même. Ouais. Fait que c'est vraiment au niveau physionomique que ça, c'est super important. Puis, dans le fond, le deuxième après qu'on va pouvoir parler, c'est de réveiller notre système nerveux. Le système nerveux, une des parenthèses qu'il faut qu'on fasse avec ça aussi, là, je pense que Jeff, tu as sûrement déjà entendu parler de ça, la mémoire musculaire, là, le muscle memory. Là. Ouais. Fait que c'est juste dans le fond, c'est l'idée la même, mais c'est qu'il faut comprendre que c'est notre système nerveux qui contrôle nos muscles. Fait que on appelle ça le système neuromusculaire et non le muscle memory, parce que nos muscles n'ont pas de mémoire, c'est notre système nerveux qui mémorise certains mouvements. Fait que dans le fond, on sait très bien que quand l'échauffement, on est obligé d'en avoir un. Tout le monde le sait, il faut que tu fasses un échauffement. On peut pas juste faire un tour de bras comme ça. Fait que pour prévenir les blessures, on va faire un échauffement aussi quand on va faire circuler le sang, lubrifier les joints. Puis ça va nous
nous aider, contribuer à éviter les blessures. Fait que si on est obligé de faire ça, ben on est aussi bien de prendre du temps pour justement réveiller notre système nerveux, parce que notre système nerveux, c'est lui qui contrôle nos muscles. Fait que si j'arrive puis que je suis pas bien échauffé, puis je saute un peu partout, puis je me vire la cheville, ben c'est que mon système nerveux n'était pas réveillé, parce que quand j'arrive puis que mon système justement il est plus réveillé, mes muscles ils vont être capables de contracter plus rapidement puis de réagir aux objets qui sont vers moi, ou juste réagir au mouvement de mon corps. Donc, c'est une partie super importante de l'échauffement. On veut réveiller notre système nerveux parce que c'est ce système nerveux-là qui contrôle nos muscles. Fait que ça, c'est le lien avec l'entraînement. La manière qu'on fait ça aussi, c'est on va y aller de façon progressive. On peut pas arriver et s'échauffer comme si tu veux te réveiller le matin, ça te tente pas de recevoir un seau d'eau en pleine face. Là, tu fais flatter le dos un peu, je vois dans les cheveux, puis après ça, tu te fais jeter un seau d'eau en pleine face, là, une chose à la fois. Fait que c'est de comprendre qu'il y a une progression dans l'échauffement aussi. Fait qu'on build up un petit peu la base, on bouge tranquillement, puis après ça, on devrait arriver avec des mouvements qui vont vraiment être plus explosifs. Il y a un lanceur qui commence, c'est quoi? C'est un petit jogging tranquille, puis après ça, on upgrade avec des lancers, ou il y a vraiment des manœuvres spécifiques à... Ben, c'est sûr que nous autres, mettons, si je compare avec l'échauffement qu'on fait à l'ABC, les premiers mouvements, c'est toujours des mouvements un petit peu... tu sais, l'échauffement dynamique, genre, tu lèves le genou, tu es un peu en contact avec le sol tranquillement. Fait que tu bouges dans ton range of motion en français. C'est quoi range of motion des fois? Vite fait comme ça, l'amplitude. L'amplitude de mouvement. Fait que dans le fond, on bouge dans une grande amplitude de mouvement, tranquillement. On commence à bouger, réveiller notre muscle, puis après ça, on commence à bouger nos pieds un peu plus vite, puis après ça, on se ramasse dans des trucs qui sont beaucoup plus explosifs, puis on se rapproche un peu plus peut-être de l'agilité, justement, de temps de réaction, puis justement, réveiller le système nerveux, des fois, moi personnellement, je sais qu'avant d'aller lancer, je jonglais avec des balles. Puis OK. C'est juste parce que quand tu jongles, tu apprends à réagir aux objets. Puis est-ce que n'importe quel joueur s'entraîne de la même façon, que ce soit un lanceur, un voltigeur? Est-ce que c'est similaire ou? Ben, c'est sûr que je pense que quand on arrive à un plus haut niveau, la base est toujours très spécifique parce que justement, il y a un principe de spécificité qui est super important. C'est dans le sport en général. Fait que, mettons, si je joue au baseball, je devrais m'échauffer en fonction du joueur de baseball. Je suis pas en train de jouer au hockey. Fait que c'est comme si je veux faire du bench aujourd'hui, mais je vais m'échauffer en faisant du squat, c'est correct, mais ce sera peut-être pas optimal dans ce que je veux faire. Fait que le point, c'est, mettons, moi, quand j'arrive chez un lanceur, c'est sûr que je vais avoir quelque chose qui sont peut-être un peu plus spécifiques pour quand j'arrive puis que moi je lance, je fais plein de mouvements à répétition par-dessus ma jambe gauche avec mon tronc de même. Il va peut-être être certains mouvements dans mon échauffement qui vont venir contrer ces mouvements-là parce que je vais en profiter pour tant qu'à bouger. Je vais bouger dans certaines façons qui vont m'aider à balancer mon corps. Puis les joueurs de position, ça revient à la même manière parce que le corps s'adapte au stimulus qu'on lui donne. Fait que c'est sûr que quand tu arrives comme... J'ai une photo d'Abraham Taureau en avant de moi. Abraham Taureau a le même principe. Lui, il est chanceux, il frappe des deux bords, il est un peu plus équilibré, mais il y a quand même certains choix d'exercice, c'est sûr, qui vont se rapprocher beaucoup plus de toi comme personne. C'est quoi tes déficiences, sur quoi tu as travaillé, puis comment que ton corps s'adapte. Puis il y a certaines généralisations aussi qui sont faites en fonction de certaines positions, en effet. Est-ce que, selon toi, il y a une corrélation, je veux dire ça comme ça, entre le côté mental puis l'échauffement? Toi, tu dis que tu fais de la jonglerie. Est-ce que c'est quelque chose qui te met bien entre les deux oreilles de faire ça, ou c'est vraiment quelque chose qui va... tu fais ça avant chaque game, des fois ça devient une habitude, puis si tu l'as pas fait, ça va te déranger là, un peu. Là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation, comme j'ai dit, entre le fait de jongler puis d'avoir des petites choses un peu personnelles avant le match, le côté mental, le côté échauffement? Est-ce que tu penses que les deux sont ensemble? Définitivement, puis on en parle vraiment pas assez. Ça, ce qu'on appelle, c'est la puissance de la routine, dans le fond. J'essaie d'inculquer ça, beaucoup d'en parler le plus un peu. Puis moi, quand je me suis fait parler de ça, ça a été un game changer dans mes performances. Puis je parle de moi, mais je sais que Jason Terrien est pareil. J'avais une discussion avec lui, puis c'est vraiment... C'est un peu bizarre parce que ça allie avec les superstitions, justement. Exact. Les joueurs de baseball, c'est super superstitieux. Puis on voit souvent Big Papi, qui il se place ses gants, après ça, il se tape dans la main, après ça, il va frapper. Puis est-ce que ça le rend meilleur de faire ça? Je suis pas sûr, mais en même temps, il est en train de se faire un petit lavage de cerveau. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a bien été. Fait que si je le refais, ça va bien aller. Puis à
avec ta question, c'est clair que moi, quand je faisais mon échauffement, il y avait certaines choses que, c'était notre coach en muscu qui décidait qu'est-ce qu'on faisait comme échauffement. On arrivait sur le terrain dans un échauffement. Mais il y a des choses propres à moi que je dis, avant une game, j'avais un cube Rubik, je faisais un cube Rubik, puis c'était fini. J'arrivais, je jonglais, puis quand on était en Arizona, je me pognais un seau d'eau, puis je me disais, on va ça dans la face, puis là, je me shakeais un peu, puis j'allais lancer. C'est des petits choix un peu, mais c'est des mécanismes un peu de défense. C'est recréer un mouvement où c'est que tu as eu du succès puis que tu essaies de te remettre dans cette situation-là le plus possible. Dans un échauffement, on peut facilement créer une routine justement que moi la dernière fois qu'on a fait un échauffement de même, j'ai été bon, ça me met dans un bon mindset. Puis si je suis dans un bon mindset, c'est une mentalité, un état d'esprit. Ouais, mais être dans ta zone. Exact. C'est d'être capable de faire des choix pour t'amener dans ta zone. Puis ça, c'est définitivement quelque chose qui va augmenter les performances parce que si tu es dans ta zone, tu vas être beaucoup plus en confiance. Quand tu es en confiance, tu peux mettre la switch à off de ton cerveau puis laisser tes muscles, puis justement le côté automatique de ton système nerveux, des décisions qu'ils vont prendre sans avoir à réfléchir parce que notre cerveau, il est le fun, mais pas tout le temps qu'on est sur le terrain de baseball. Ouais, non, c'est ça. Est-ce que là, on était rendu au 3e point, je pense. Est-ce qu'on a fait le 4e? On a parlé du système nerveux, justement. Je viens d'en parler un petit peu. Ouais, mais là, le dernier point, c'est vrai, sur nos 4, que je vais répéter. Le premier, c'est augmenter la circulation du sang. Deuxième, lubrifier les joints. Troisième, réveiller notre système nerveux. Puis le 4e, c'était justement de pratiquer des patrons moteurs. Puis ça lie beaucoup avec le système nerveux, justement, que je disais que c'est le contrôle neuromusculaire et non de la muscle memory, la mémoire des muscles. Fait que si on veut augmenter notre contrôle neuromusculaire, ça prend beaucoup de répétitions. Puis c'est prouvé que dans les études, si on se blesse, souvent c'est en état de fatigue. Fait que dans le fond, tout le monde est capable de faire un lien avec ça, je pense. Quand tu es fatigué, à un moment donné, c'est là que tu arrives, tu fais un mouvement un peu plus tout croche, puis là, bang, tu te blesses. Fait que dans le fond, nous autres, ce qu'on veut, c'est éviter d'aller dans la zone de fatigue le plus possible. Fait que c'est sûr que si on arrive dans un échauffement où est-ce qu'on fait des répétitions de plusieurs petits mouvements, puis qu'on apprend à notre corps à justement, OK, on bouge comme ça, puis c'est comme ça qu'il faut bien bouger, quand tu vas arriver en match, puis que tu fais ce mouvement-là, théoriquement, tu vas l'avoir déjà fait plusieurs fois, tu vas t'être entraîné, ton corps va s'être adapté à ce mouvement-là, puis c'est ça qui va faire que quand tu vas arriver en match, tu seras plus fatigué, puis tu vas pas te virer la cheville en contournant le 3e but. Ta cheville va être déjà prête, elle va être déjà stable, puis elle va avoir déjà absorbé, même si tu es en 7e manche, puis qu'il fait 40 degrés dehors. Ton but, c'est d'éviter la fatigue. Puis, comme je dis tantôt, on sait que l'échauffement, il faut qu'on en fasse un. Fait que tant qu'à en faire un, on est aussi bien d'en faire un bon. Puis on est aussi bien de pas gaspiller de mouvement surtout. Fait que si on arrive puis que je fais un échauffement, pratiquer certains patrons moteurs, nous autres avec les lanceurs ABC, la plupart des gars ils ont de la misère à aller loader leurs jambes en arrière. Fait que dans l'échauffement, il y a un petit mouvement niaiseux, mais les gars ils font 2 allers-retours avec juste bouger leurs jambes en arrière puis de dissocier la façon que leur hanche fonctionne. Même principe en ouverture de hanche. Puis est-ce que c'est quelque chose qu'un joueur de hockey devrait faire? Ça peut pas y nuire, là, mais je suis pas sûr que c'est spécifique au hockey. Fait que quand j'arrive au baseball, moi, c'est le temps de pratiquer ma mécanique puis de passer par-dessus ma jambe. Puis certains mouvements qu'on va retrouver dans notre sport, puis juste de faire plusieurs répétitions. Parce que si j'arrive puis que je fais cet échauffement-là pendant, mettons, c'est un échauffement qui dure 15 minutes, puis que je fais X nombre de répétitions, mettons que je fais 10 répétitions de un certain mouvement dans ma journée, puis je le fais 5 fois par semaine, puis je fais ça pendant, 40 semaines dans l'année, ça fait beaucoup de répétitions que j'aurais pas fait ailleurs. Fait que c'est un certain moment que crime, t'es obligé de faire un échauffement. Je suis aussi bien de me préparer, faire des choix de bons exercices qui vont me permettre de faire plusieurs répétitions pour prévenir les blessures pour empêcher l'état de fatigue, mais de 2, de me permettre de devenir un meilleur joueur de baseball via mon échauffement, parce que c'est pas obligé d'être vu comme une perte de temps. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... il y a beaucoup de monde, je pense, que comme tu dis, je passe du temps de pratique. Tout ça, je tourne 2-3 ronds avec mon bras, puis je serai chauffé. Exact, c'est ça. Fait que ça peut être un très bon investissement parce que, je me dis, développement de tes capacités de joueur de baseball, c'est sûr que ça peut aider. Puis d'un autre côté, c'est sûr que si tu es en santé, tu es capable d'être sur le terrain, tu es déjà pas mal plus utile que ton partner qui est peut-être blessé puis qui est sur le banc. Ah ouais, exact. Right.
Tu parlais de savoir se réchauffer, s'échauffer en fait. Là. Je posais la question à Marc-Antoine tantôt, mais on dit pas un réchauffement, c'est un échauffement. Là, je viens de justement le dire. Donc, tu parlais d'un bon échauffement. C'est quoi qui fait en sorte que tu te prépares à faire un bon échauffement? Ben, c'est sûr qu'un bon échauffement, ça va lier avec justement les 4 points qu'on avait en haut. Exact. Parce que on veut aller dans l'utilité de l'échauffement. C'est à quoi qui sert? Ben, c'est sûr qu'on veut rester dans son utilité. Ouais. Mais c'est sûr qu'un des buts de l'échauffement, c'est clairement de se préparer à la charge de travail qui s'en vient. Fait que comme je parlais un peu tantôt, les blessures arrivent en état de fatigue. Fait qu'on veut se préparer justement à OK, tu vas faire certains mouvements quand tu lances, ben on va se pratiquer à ces mouvements-là. Puis c'est là que j'ai parlé un petit peu, mais c'est la spécificité vraiment à l'échauffement. Si je suis un joueur de baseball, je vais faire des mouvements qui se rapprochent du joueur de baseball, puis avec raison, parce que je ne vais pas faire un slap shot de hockey quand il n'y a aucune chance que je fasse un slap shot de hockey dans ma game de baseball. T'sais. Mais il y a un concept important qu'il faut garder puis, en tête, puis c'est le développement de nos jeunes. Dans le sens que si je fais un échauffement qui est très spécifique, c'est sûr que si j'arrive avec un joueur qui est au baseball professionnel ou à l'ABC, ben, c'est sûr que je vais garder l'idée que les gars, c'est des joueurs de baseball, puis il faut qu'ils fassent un échauffement de baseball. Puis même à ça, alors aussi au baseball professionnel, on le voit quand même que les gars, ils s'éloignent souvent d'un échauffement traditionnel de baseball. Puis on va peut-être parler plus tard des raisons de tout ça, mais le point, c'est que quand on parle du développement physique des jeunes, quand on arrive à l'échauffement, c'est que notre joueur qui est professionnel, lui, il a acquis certaines skills, puis il est rendu à un certain point dans son développement où c'est que c'est le baseball. Mais quand j'arrive avec un joueur qui est beaucoup plus jeune, si j'arrive avec un gars qui est bantam, puis oui, moustique, surtout atome, rally cap, ben est-ce que c'est bon pour lui de juste faire des trucs de réchauffement de baseball? Ben non, parce que un des concepts importants quand on arrive et on fait l'échauffement à ces âges-là, c'est leur développement physique, c'est la littérature physique qu'on appelle. Fait que dans le fond, c'est quand on parle de le sujet chaud de spécialisation hâtive, ben dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que on veut pas arriver avec une personne qui a juste un outil dans son coffre à outils. T'as bien beau avoir un très bon marteau, si t'en as juste un, mais tu vas peut-être avoir misère à faire autre chose dans ta maison. Fait que le but quand on arrive avec nos jeunes, c'est de mettre un petit peu le concept de spécificité de côté, puis de généraliser, puis donner un peu moins de structure, de garder ça dans les concepts qui sont un peu plus fondamentaux de base justement de la littérature physique pour que les jeunes, ok, t'es obligé de faire un échauffement, t'es peut-être pas en train de faire une bonne décision justement si tu fais juste du baseball. Ton but, ça va être vraiment de lui donner une base, lui donner plein d'outils qui sont peut-être justement dans les mouvements qui se rapprochent du soccer, des mouvements qui sont vraiment ailleurs qu'au baseball pour que quand il arrive plus tard puis qu'il fasse un choix, ben qu'il ait plusieurs outils dans son coffre, mais aussi que quand il arrive au baseball plus tard, ben, qu'il soit capable de, en anglais on dit connecting the dots, fait que c'est de lier les points, de dire ok, là je comprends, je peux prendre ça puis le transposer dans X mouvement, puis là on arrive avec un athlète complet, là, c'est clair. Tu as dit tantôt quand l'athlète doit faire un choix. À quel âge selon toi? Parce que c'est un sujet chaud là, quand même, ça. Là. Mais selon toi, vers quel âge à peu près que tu commences à prendre une décision de dire ok, je deviens un athlète de baseball ou de hockey ou autre, là? Mais à un moment donné, tu as une décision à prendre. À quel âge à peu près? Ben, c'est ça, mettons, j'essaie de garder ça, mon opinion là-dessus, je peux la dire, dans ma tête, ce serait à peu près dans un secondaire 3-4, là, je pense que tu devrais peut-être commencer à choisir un sport, là. Plus secondaire 4 que 3, mettons. Okay. Mais, personnellement, moi, j'ai choisi le baseball quand j'étais en secondaire 5, fait que, est-ce que ça a été une bonne décision? Je pense que oui, dans le sens que j'ai joué au basket, j'ai joué au hockey, j'ai joué, par chez nous, il y a la pelote basse, j'ai joué à plein de sports, j'ai joué au tennis dans la rue avec mes amis, j'ai touché à plein de choses, puis plus tard, j'ai décidé de choisir le baseball. Puis est-ce que ça m'a protégé des blessures? Pas nécessairement. Est-ce que j'étais heureux? Ben c'est sûr que je veux dire oui, là, je veux dire, je suis capable de dire que je suis bon dans plusieurs autres sports que le baseball, même si, en tout cas, je suis arrivé à être meilleur dans un. Mais le point, c'est surtout que est-ce que j'aurais aimé ça, apprendre à jouer au baseball plus tôt, plus vite? Ben c'est sûr que le bénéfice de la spécialisation, c'est sûr que ça va être d'augmenter les performances, mais à quel prix? Fait que c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Je pense que si j'avais commencé à jouer au baseball plus tôt, est-ce que j'aurais été meilleur? Probablement. Est-ce que j'aurais été plus heureux? Je sais pas. Est-ce que j'aurais été en santé? Je sais pas non plus. Fait que ça, c'est des débats, mais règle générale, là, le monde, c'est surtout autour de 15 ans qu'ils disent dans la littérature. Mais, chaque athlète est différent chaque aussi. Chaque athlète est différent. Je pense que c'est mentalement, toi, t'es où? Si j'arrive avec un gars, puis moi, je sais pas, j'ai un enfant, puis lui, il mange que du baseball, puis
pas capable de le sortir du terrain, ben si j'arrive puis je dis ben non, il faut que tu ailles jouer au hockey, il faut que tu ailles jouer au basket, ça, puis il aime pas ça, jouer à ça, tu sais, on est-tu à la bonne place? Et ça, je pense que c'est un autre débat. Ouais. Si le gars il en mange du baseball, je suis vraiment bon de l'enlever ou ben on est vraiment de l'adulte qui va prendre la décision pour lui puis il dit non, faut que tu ailles faire autre chose un peu, fais-moi confiance, faut que tu mettes ta tête hors du baseball un peu, puis quand tu vas revenir au baseball, tu vas être plus fort, puis justement si tu vas être en santé, parce que si on arrive puis on parle des spécialisations hâtives, on parle d'augmentation des blessures qui est drastique dans les études. Puis ça, c'est quoi? C'est de se... Ils disent que c'est de se dédier à un sport plus de 8 mois par année, puis de prendre des décisions pour justement mettre des sports de côté pour faire un certain sport. OK. C'est ça la définition de notre spécialisation. Un entraînement, combien... Ben, tu sais, j'imagine, je vais te laisser aller, là, mais un entraînement, ça dure combien de temps? Pour on parle de lanceur, fait qu'on va y aller pour un lanceur. Est-ce que ça change? Moi, j'ai un départ aujourd'hui à 19h. Je me prépare combien de temps avant? Puis c'est ça. C'est quoi un bon entraînement puis une durée? Ben, c'est sûr que je pense qu'un bon échauffement, c'est un échauffement qui n'est pas nécessairement long. Même s'il est super important, je pense que ça reste qu'il n'y a personne qui va se faire repêcher pour sa capacité à faire un bon échauffement. C'est bizarre à dire un peu, mais c'est plate. L'échauffement est super important pour te garder au terrain, mais il n'y a personne qui va te dire « Ah, tu t'échauffes bien ». Ça, il faut garder ça en tête. De se dire qu'un bon échauffement, c'est pas quelque chose qu'il faut dédier trop de temps, mais c'est quelque chose que tant qu'à le faire, comme je disais tantôt, on va l'utiliser dans son utilité, on va rester spécifique, on va essayer de faire les mouvements qui vont nous être utiles. Mais il y a un concept qu'il faut garder, c'est l'économie de l'entraînement. Que c'est comme si dans une journée, tu avais $1, puis il faut que tu décides qu'est-ce que tu fais avec ce dollar-là, puis à la fin d'avoir dépensé ta pièce, tu n'as juste plus d'argent. Fait si j'arrive aujourd'hui, puis que mon dollar, on dit que c'est une pièce, mais donc aujourd'hui, j'ai 1 heure justement à l'entraînement. Fait comme la plupart, je pense, des jeunes dans le baseball amateur vont sûrement avoir 1 heure de pratique. C'est sûr que si j'arrive et que je fais un échauffement d'une demi-heure, il me reste juste 50 cents à investir dans mon développement de baseball. Fait là, on arrive avec... L'échauffement devrait être à combien? Moi, je pense personnellement que tu es capable de rentrer un échauffement en dedans de 10 minutes. Puis pour vrai, à l'ABC, je pense que c'est entre 6 et 8. Là, OK, quand même, c'est rapide. Là. Mais on n'arrête pas. Tous les mouvements qu'on fait, ça bouge, puis il n'y a pas de temps de repos. Puis le but, c'est juste de augmenter la circulation sanguine. On se dit de pratiquer certains patrons moteurs, puis de réveiller notre système nerveux. On peut faire ça de plein de façons. Puis je pense que le monde, il se casse la tête beaucoup, justement. Ah, qu'est-ce qui est un bon échauffement? C'est super simple, là. Ton kid, il a-tu chaud un peu à la fin? Oui. Bon, fin de l'histoire, puis pas se casser la tête, là, surtout quand on arrive avec des plus jeunes. Fait que si j'arrive et que je dis je joue au soccer un peu, c'est bien correct. T'as chaud. Fait que si ça dure pendant 6-8 minutes puis t'as chaud, parfait. Si ça prend 3 minutes puis t'as chaud, si tu viens d'avoir atteint ton objectif, là, il n'y a pas de stress. Fait que de gaspiller, entre guillemets, un 20 minutes d'échauffement, c'est sûr que si tu décides de faire ça, ben tu vas avoir, mettons, au lieu d'en prendre 10, t'en prends 20, ça veut dire que tu as 10 cents de moins à investir dans ton développement de baseball. Fait c'est un peu ça qu'il faut garder en tête, mais quand le monde il compare ça beaucoup, mais on voit beaucoup les joueurs professionnels, on voit ils s'étirent longtemps, puis ça a l'air tranquille, ben c'est sûr que quand tu as 24 heures de ta journée qui est dédiée à ton sport, ben le pourcentage justement de ton dollar va être plus grand. Tu n'es pas obligé d'être dans du 10 sous, 15 sous. Là, tu peux t'en aller, puis il n'y a pas une pièce, celui-là, il y en a 1000. Là. Fait que lui, dans le fond, si j'arrive à mon expérience personnelle dans le baseball professionnel, je dirais que c'est peut-être un 30-45 minutes dans la salle de muscu à se rouler, à s'étirer, à faire certains petits mouvements. Puis après ça, tu as encore un autre échauffement sur le terrain qui va durer un 10-15 minutes. Fait j'ai probablement passé 1 heure, 1 heure et quart à faire un échauffement, entre guillemets. Et si j'arrive avec un gars qui est dans le baseball amateur, est-ce que c'est une bonne idée d'arriver puis de faire autant d'échauffement que ça puis de prendre mon temps pour faire un bon échauffement? Je suis pas sûr que dans le développement de notre joueur de baseball, c'est une bonne idée. Il faut le faire, il faut faire un bon échauffement, mais je pense que de concentrer ça dans un laps de temps le plus court possible, en étant efficace quand même dans nos objectifs, je pense que c'est ça le best. Là. Fait
En gros, c'est si tu décides d'aller courir deux tours de terrain, puis t'as chaud, puis ton corps il est réchauffé, tu viens de faire un échauffement. Tu viens de faire un échauffement, clairement. C'est sûr que si tu fais des bons vieux pôles, tu vas avoir atteint un objectif qui va être d'avoir fait circuler ton sang puis de lubrifier tes joints. Mais là, il va t'en manquer 2. Fait que tu n'auras pas pratiqué des patrons moteurs qui sont spécifiques au baseball. Puis tu n'auras pas éveillé ton système nerveux parce que c'est un mouvement qui est plutôt lent et répétitif. Puis quand on arrive au baseball, ben on n'est pas tant là. Fait que c'est de garder ça en tête. Est-ce que tu as chaud? Oui. Est-ce que tu as été optimal vraiment dans ton choix d'exercice? Pas nécessairement. T'sais. Mais c'est quoi ton but? Ça, c'est au coach à décider ou au joueur à décider de qu'est-ce qu'il feel lui aussi. Parce qu'au bout de la ligne, faut pas que l'échauffement il soit vu comme une tâche, faut pas qu'il soit vu plate. Mais en même temps, faut pas que ça soit quelque chose où est-ce que t'aimes tellement ça, t'échauffer, que tu prends 45 minutes. Parce que moi, personnellement, comme joueur, j'étais comme ça. J'arrivais sur le terrain, je m'étirais les jambes, j'allais courir. Ça me prenait 45 minutes là, à m'échauffer. Je pouvais me coucher, faire en tout cas. Je faisais plein de choses. Mais c'est correct. Mais tu sais, en même temps, je pense que c'est le côté mental qu'on parlait tantôt qui va embarquer là-dedans, mais c'est pas une nécessité pour tout le monde. Non, c'est ça, mais je pense que tout le monde choisit quand on est plus vieux qu'est-ce qui est confortable dans ses exercices. Justement, si toi tu te sentais bien à faire un 45 minutes d'échauffement, ben so be it. Là, au bout de la ligne, ton but c'est que tu sois bon sur le terrain. Si ça t'aide à être bon sur le terrain, ben tant mieux. Fait qu'en gros, si on fait un résumé de qu'est-ce qu'on vient de jaser, si on reparle des 4 points de départ, parce que ça c'était quand même les 4 points classiques là, de départ, donc pourquoi l'échauffement? Tes 4 points étaient augmenter la circulation, c'était le premier. Les autres, c'était lubrifier les joints, réveiller le système nerveux, permettre à l'athlète de pratiquer des patrons moteurs. Puis, tu sais, quand on fait des liens avec tout ça, ça c'est nos 4 règles de base. Puis les autres choses qu'on devrait garder en tête quand on fait notre choix d'échauffement, c'est de mettre l'emphase sur les qualités athlétiques. Fait que quand on arrive avec plus jeune, ça devrait être quelque chose qui est beaucoup plus général, puis de pas nécessairement organisé même. Puis quand on arrive plus vieux, ben, on devrait rentrer des mouvements un peu plus spécifiques. Puis quand on arrive dans vraiment un côté qui est un peu plus spécialisation, ben là, on devrait être très spécifique. Il faut garder l'idée en tête justement le côté d'économie d'entraînement, que ben si j'ai juste 1 heure à investir dans mon développement de baseball, ben c'est sûr que il faut que tu fasses un échauffement. Puis ton but, c'est que tu aies une petite goutte qui s'en va sur ton front, ben tu essaies de faire ça en le moins de temps possible parce que tu veux dédier quand même plus de temps à tes performances sur le terrain de baseball. Les autres points qu'il faut garder aussi, c'est comme j'en ai glissé un petit peu un mot, mais c'est le fait que ce soit le fun à faire aussi. Tu veux pas que ce soit vu comme une tâche, même si des fois, dans une carrière de joueur de baseball, faut quand même apprendre à avoir du fun, à pas avoir du fun. Puis c'est correct parce que justement, ton échauffement est important. Puis faut que même si tu ne tripes pas à t'échauffer, il faut que tu te brainwash puis que tu te dises ah ben oui, c'est important pour moi. Puis là, tu finis par avoir du fun. Mais quand on arrive avec un jeune, c'est sûr que c'est de donner ça amusant, c'est de OK, ben il aime pas ça, faire ça, là, vous voyez que ça a une tâche, ben tu sais, pas besoin de vous casser la tête, là, je pense, c'est juste vraiment, OK, il faut qu'il aille chaud. Qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont avoir chaud, qu'ils vont avoir du fun, puis c'est pas nécessairement obligé d'être spécifique au début. Puis quand ça va être plus vieux, ben là, il faut que ce soit un peu plus spécifique, puis là, il faut que ce soit plus du jeune dans sa tête qui arrive puis qui fasse OK, là, c'est peut-être pas si le fun, mais moi, j'aime ça jouer au baseball, j'aime ça être bon au baseball, puis il faut que je sacrifie un peu de ce plaisir-là pour être bon. Puis là, finalement, tu finis par aimer ça parce que ça t'aide à être bon. Exact, c'est une compréhension de tout. Là. Moi, une des choses que je remarque souvent, c'est on va voir souvent les équipes professionnelles au hockey qui vont jouer au soccer. Dans les couloirs à l'aréna, qui vont jouer au hockey, au soccer. Fait que tu vas chercher la coordination, tu te réchauffes, tu bouges. Je pense que c'est un entraînement assez complet d'avant-match. Là. Ah oui, c'est clair. C'est vraiment populaire, surtout au baseball. Nous autres, c'est lancer le ballon de football. Je veux dire, c'est spécifique au baseball hockey un peu, on va dire qu'ils lancent. Là. Mais même au soccer, je me souviens, je voyais beaucoup de monde qui jouait au ballon de soccer sur le terrain. Puis avec raison, parce que dans le sens, c'est peut-être une bonne façon de juste justement éveiller ton système nerveux, de faire circuler le sang un peu. Puis souvent, ça permet justement de mettre la switch à off au baseball. Puis souvent, ça peut arriver quelque chose qui est une routine de avant chaque game, on joue au soccer ou on joue un petit peu au football. Puis c'est bien correct là, de mettre la switch à off du baseball, puis après ça, de revenir. Parce que de toute façon, as-tu atteint ton objectif d'amener du sang un peu partout, de réveiller ton système nerveux, oui ou non, puis fin de l'histoire. Cool. Donc, on s'amuse, on bouge. On met pas 1 heure d'une journée à s'échauffer si c'est pas nécessaire, mais c'est important de s'échauffer pour éviter les blessures. Ouais. Est-ce qu'il y avait une autre chose à ajouter là-dessus? Sinon, on va répondre à une question qu'on avait sur le Tommy John qu'on a reçu.
Ouais, on peut répondre à ça. Good, Ouais. good. On avait une question justement au niveau des déchirures d'un Tommy John. Est-ce qu'un Tommy John, la déchirure en fait, est-ce que ça devient, est-ce qu'on est obligé de se faire opérer pour un Tommy John? Ça dépend du grade de déchirure que tu as. Fait que dans le fond, il y a 3 grades quand on parle d'une déchirure d'un ligament. C'est grade 1, grade 2, grade 3. Fait qu'à grade 1, c'est partiellement un petit peu déchiré. Grade 2, c'est on se rapproche de 50% de déchirure. Puis grade 2, c'est 50% de déchirure environ. Puis à grade 3, ben là, il est complètement déchiré. Ça veut dire qu'il ne tient plus. Quand on arrive dans un grade 3, c'est clairement l'opération Tommy John. Tu sais, ça, t'as pas trop le choix. Là. À moins que c'est pas important dans ta vie de pas avoir mal au coude. Mais bon, pour un lanceur, c'est assez important. Quand on arrive dans le grade 2, ben c'est là qu'il y a un peu une zone grise, qu'il y a certaines personnes qui décident de faire la réhabilitation plus conservative. Puis après ça, t'as l'autre partie que quand ça se rapproche de passer justement à 50%, ben là, ils décident d'y aller avec l'opération. Puis sinon, quand on arrive dans un grade 1 ou un petit grade 2, ben là, il y a certaines personnes qui vont arriver dans le management, qu'on dit que c'est juste des petits exercices, puis du repos, puis un retour progressif au jeu. L'avantage de ça, c'est que ça te permet d'être loin du terrain pour un peu moins de temps. Fait que la rehab, elle prend moins de temps, dans le fond. Ouais. Mais le côté un peu négatif de ça, c'est que le pourcentage de retour au jeu au même niveau est un peu plus bas que via l'opération. Fait que c'est ça qui est un peu à tenir en compte là-dedans. Cool. Je pense que ça répond à la question au niveau de la déchirure puis de l'opération. De toute façon, je pense que c'est assez rare, les jeunes, ou même, tu sais, c'est arrivé souvent des jeunes joueurs de l'ABC qui ont eu des Tommy John. Moi, je l'ai vu professionnellement. On n'en a pas, là. C'est bon signe. Mais non, c'est bon signe. C'est sûr que, tu sais, comme on avait parlé au début dans la capsule, tu sais, les Tommy John sont pas très communs au Québec. C'est sûr que notre volume de lancer, c'est rare le monde qui joue à l'année longue, puis qui a des grosses intensités, puis des longues tasses à 300 pieds qui finissent plus, puis des showcases. Ouais. Quand t'es en Floride, en fait, c'est prouvé dans les études que les joueurs de baseball des États chauds sont plus blessés dans l'occurrence. Est-ce que tu en pensé l'occurrence? Je sais même pas. Je suis même pas sûr. Le nombre de fois que, dans le fond, ou le pourcentage qu'on peut dire de personnes qui ont l'opération Tommy John est vraiment plus haute dans les États du Sud que dans les États du Nord, probablement avec la raison justement du volume d'entraînement. Fait que non, on n'est pas à risque. Je pense que l'ABC, on n'a pas de blessure là-dessus, mais c'est justement, on veut pas que ça arrive. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Donc Antoine, merci. Plaisir. Avant de vous quitter, je vous rappelle encore de liker notre page YouTube. Vous pouvez nous écrire aussi des questions, n'hésitez pas. Page YouTube, Balado Québec, SoundCloud, iTunes, Google Podcast. Vous pouvez m'écrire aussi sur mon email au jeffcharles@baseballquebec.qc.ca ou sur la page Facebook de Baseball Québec. Likez, abonnez-vous, suivez-nous, posez-nous des questions. Ça met fin à notre deuxième chronique. On se reparle bientôt. Merci, salut.